Et bienvenue sur les antennes de Radio Territoria, Bâti Radio. Ravi de vous retrouver pour cette 7e date de la tournée régionale Renault Tour. En attendant, le forum Renault Days, pour rappel, notez-le sur vos agendas, les 7 et 8 octobre prochains, ce sera à Paris, porte de Versailles. En attendant, nous sommes ici dans la ville rose, à Toulouse. Tiens, j'ai mis l'accent, j'ai même pas fait exprès. Dans un lieu emblématique de la transition écologique urbaine, les Halles de la Cartoucherie, situées au cœur de l'écoquartier éponyme, sur 15 000 mètres carrés. Ici, on trouve des espaces dédiés à la fois à la culture, au sport, à la restauration et au travail. Exemple parfait de réhabilitation durable et en intégrant des matériaux biosourcés, des systèmes énergétiques performants. Et finalement, c'est le cadre idéal pour réfléchir au contexte, aux enjeux de la rénovation énergétique et de parler notamment de réglementation et des aides. Pour cette première table ronde, 4 invités. Justine Frostin, bonjour. Bonjour. Vous êtes responsable du développement des partenariats et relations institutionnelles chez Prestataire Certification. Merci d'être présente. Merci à vous. Jean-Paul Rousseau, bonjour. Bonjour. Vice-président de la FFB Haute-Garonne, bienvenue à vous. Olivier Coulon, président de la CAPEB Occitanie, bonjour. Bonjour. Et Jean-Pascal Chira, bonjour. Vous êtes délégué général du Club de l'amélioration de l'habitat. Et cette table ronde, vous savez quoi, elle se déroule en public qui va évidemment s'applaudir. Encore une fois, merci de votre attention et n'hésitez pas, surtout tout à l'heure, à interpeller nos invités. Ils se feront un plaisir, évidemment, de répondre à chacune de vos questions. Premier tour de table, peut-être pour commencer. J'avais envie de vous faire réagir à l'actualité, tout simplement, du moment. Même si encore rien d'acté, votre avis sur cette possible suspension par le gouvernement du dispositif MaPrimeRénov'. On commence, avec vous, au niveau de la FFB. C'est quoi votre réaction directe par rapport à cet article qui a été publié hier par le journal Le Parisien ? Je dirais que c'est une fois de plus encore une instabilité qui nous est imposée, même si effectivement on n'a pas encore tous les détails des changements qui vont avoir lieu. Ce qui est de sûr, c'est que pour les gens qui sont positionnés sur le marché du B2C, du particulier, le mal est déjà fait, puisque déjà le consommateur qui voit ces informations qui sont relayées dans la presse ou dans tous les médias, fatalement, il se pose la question, c'est est-ce que je me lance dans un projet de rénovation ou pas. Donc pour ça, c'est... je vais employer le mot un peu dramatique, on est un peu en colère parce que réellement ça a un impact derrière ces annonces-là. Il y a des entrepreneurs qui vivent de ce métier-là. Et juste pour préciser, je pense que c'est important, nos adhérents, et je pense que mon confrère partagera mon avis, c'est qu'on n'a pas des gens qui viennent nous voir en nous disant on veut absolument avoir plus d'aide. On veut que l'État participe à mort, on veut juste un cadre juridique fiable, propre, dans la durée. Si on fait l'analogie ici, on est dans un bassin fort de l'aéronautique. Un projet comme l'A380 n'aurait pas pu avoir lieu avec des financements au trimestre. Aujourd'hui, nous, ce qu'on nous demande, c'est de bâtir un projet de rénovation de entre 25 et 30 millions de logements en France, en ayant avant, on avait une instabilité, je dirais, à l'année lors des lois de finances, et aujourd'hui, c'est quasiment tous les 6 mois, voire tous les 2 mois. Donc, on ne peut pas bâtir. D'ailleurs, c'est assez marrant d'observer... Mon confrère tout à l'heure parlait d'observer les concurrents. C'est vrai qu'on regarde, on a de moins en moins d'entreprises réellement structurées dans notre domaine, qui sont en tout cas positionnées sur ce marché de particulier. On a pas mal d'acteurs qui sont tombés depuis 5 ans. En tout anonymat, je pense qu'on a beaucoup d'entreprises qui souffrent en silence aujourd'hui. Voilà, donc non, c'est difficile d'être aujourd'hui, avec cette annonce d'hier, d'être super optimiste. On va essayer de l'être et de trouver des solutions, mais c'est vrai que c'est un peu un coup de massue. Voilà. À la CAPEB aussi, c'est quoi la réaction ? Réaction de colère par rapport à cet article, réaction de colère autour du flou, entre guillemets, qui règne autour de cette suspension possible de MaPrimeRénov'. Colère, je ne sais plus, parce que on s'attend tous les mois maintenant à avoir des annonces comme ça. Voilà. On n'arrive pas à avoir une ligne droite pour savoir où on va. Le
projet de finance, il a 3 mois, 4 mois. Donc on nous sort ça du jour au lendemain, même si c'est peut-être une fausse alerte, parce que le gouvernement arrive à démentir ses propres annonces le lendemain. Voilà. Donc vous voyez, même le jour même, ça peut changer. Donc colère, oui, après profondément quand même, parce que nos artisans qui se sont laissés l'AISA, qui se sont formés l'AISA, même si on n'a jamais attendu pour isoler, comme ça a été dit, on n'a pas besoin d'aide pour isoler, c'est du boy size. Voilà, vous faites des travaux, vous isolez, vous changez le système de chauffage, vous le mettez performant et le moins cher possible et qui consomme le moins possible. C'est du boy size. Les aides, c'est une aubaine qui, par opportunisme, etc., peuvent cibler des entreprises qui ont moins de marché, d'aller vers ça, ou monter en compétence sur certains marchés, pas de souci. Sauf qu'à partir du moment où on nous annonce qu'on va flécher, qu'on va insister sur quelque chose et qu'on fait un rétropédalage, bon, pas colère, mais voilà, on fait des propositions, on est sorti de tout contexte, on est sorti des discussions, on ne nous tient pas à écoute à la FFB, à la CAPEM. Je ne sais pas est-ce qu'on sait de quoi on parle. Donc, bon, voilà. Donc, incapable de vous dire le mois prochain ce qu'on va nous sortir, en bien, en mal. Voilà. Bon, par contre, le bien, il se fait rare. Hein. Bon, en tout cas, on reviendra tout à l'heure pour parler notamment des propositions, vous, que vous émettez chacun de votre côté. Jean-Pascal Chira, pareil, vous, du côté du Club de l'amélioration de l'habitat, est-ce que vous avez une réaction particulière par rapport à cette annonce ? Bon, ce qui est désagréable, évidemment, c'est l'aspect brutal de l'annonce. Bon, cela dit, ça faisait déjà un petit moment qu'on sentait arriver le coup. Il y avait quelques rumeurs qui circulaient, pour être très clair. Et encore une fois, c'est désagréable et c'est injuste. Cela dit, il faut forcément se préparer et à s'organiser pour probablement s'appuyer sur un peu moins d'aide, que ce soit dans la rénovation énergétique ou les autres sujets économiques d'ailleurs. Et c'est possible. Et c'est un sujet que nous allons aborder. On a préparé cet entretien. Et il faut simplement se réorganiser, probablement compter un peu moins sur certaines aides, probablement plus développer les financements privés, on va en parler également. Mais encore une fois, au-delà du côté très désagréable et comment dirais-je, incertain de ce type d'annonce, bon, je pense qu'il faut peut-être réagir en professionnel, de manière très solidaire entre les organisations professionnelles. Justine Frostin, du côté de chez Prestataire Certification, est-ce que là aussi, on a une réaction par rapport à ce type d'annonce ? Bien sûr. Bon, on va voir si effectivement cette annonce est avérée dans les prochains jours et on verra le discours de Valérie Létard prochainement. C'est juste la 6e ministre du Logement en 2 ans, donc ça montre un peu la stabilité du moment. Toujours est-il que ce serait très déceptif effectivement qu'encore une fois on soit dans un principe de stop and go, hein, on lance quelque chose, on l'arrête du jour au lendemain. Maintenant, pas tellement surprise. Nous, c'est vrai qu'en tant qu'organisme certificateur, on a beaucoup parlé autour de tout ça, le problème de MaPrimeRénov', la fiabilité des DPE aussi, c'est un sujet. Aujourd'hui, on est dans un contexte de restrictions budgétaires. Les élus, les collectivités ont des comptes à rendre aussi sur les fonds publics. Et donc, forcément, on en arrive à des situations de ce type et c'est bien avant. Quel rôle, justement, Prestataire Certification dans un projet de rénovation énergétique, notamment ici, à Toulouse ou en Occitanie ? Alors, quel rôle ? Donc, nous, on est un des 4 organismes accrédités par le COFRAC, le Comité français d'accréditation, pour certifier la performance des bâtiments. Donc, on intervient dans la construction, mais aussi dans la rénovation des bâtiments tertiaires et des logements. Pour vous dresser un petit bilan, puisqu'on est à Toulouse, vous le dites, le parc de logements, c'est un peu plus de 420 000 logements sur le territoire de Toulouse Métropole. Là, un peu plus de 46% de ces logements ont été construits avant 1974. C'est l'année de la première réglementation thermique en France. Autant vous dire que l'enjeu de la rénovation, il est très important sur Toulouse. C'est 7500 logements par an qui doivent être rénovés. Donc effectivement, nous, notre rôle, c'est d'accompagner tous les acteurs, que ce soit des collectivités territoriales sur les bâtiments tertiaires, les acteurs privés et effectivement les collectivités, les copropriétés, les bailleurs sociaux et les particuliers dans la rénovation et surtout associer la rénovation à un processus de certification qui est un gage de qualité et de résultats. Et justement, en quoi les labels que vous délivrez permettent-ils finalement de sécuriser un projet qui peut être dans un contexte justement incertain ?
En fait, la certification, elle a 2 enjeux fondamentaux. Le premier enjeu, c'est de structurer la feuille de route et de définir des objectifs précis et mesurables et de s'assurer de la qualité et de l'atteinte de ces objectifs, puisque au terme d'un processus de certification, on accompagne les clients en conception, en exécution, on fait une visite de site. On va être en mesure de délivrer un label si effectivement les objectifs ont bel et bien été atteints. On est dans un contexte où effectivement il faut rendre des comptes et je rappelle qu'un organisme de certification, c'est un organisme neutre et indépendant qui vient effectivement donner le sésame à la fin et dire cette opération de rénovation a atteint les objectifs des labels d'État, des labels portés par EFI Énergie et notre propre label BEE, Bâtiment Énergie Environnement. Certification parfois complexe, parfois coûteuse. Qu'est-ce que vous répondez à ça? Alors, je réponds non. Bien sûr, je prêche pour ma paroisse, mais concrètement, en fait, c'est vrai que la certification, il faut aussi dépoussiérer l'image qu'elle peut avoir. Certes, il y a un coût induit au début, on ne va pas se mentir. Maintenant, il faut vraiment avoir en tête que l'opération, il faut l'avoir sur une durée à long terme. Il est avéré qu'un projet qui est certifié, c'est un projet qui, en termes de valorisation patrimoniale, a déjà une meilleure valorisation qu'un logement, par exemple, qui n'a pas été certifié. Au-delà de ça, ce sont des bâtiments qui durent mieux dans le temps. On a des coûts de maintenance qui sont moins importants aussi. Donc, j'ai envie de vous dire, ne vous arrêtez pas à l'idée de c'est lourd et c'est cher. Non, c'est pas vrai. Nous, on a une offre qui répond complètement aux besoins des territoires, qui répond aux besoins des professionnels pour justement composer avec leurs problématiques. Et toutes les exigences de nos référentiels, qui pour 95% d'entre elles sont au-dessus de la réglementation environnementale, elles sont faites, elles sont cohérentes en fait avec la réalité de vous, messieurs les artisans. On ne va pas créer des exigences qui sont inatteignables, ça n'a absolument aucun sens. L'objectif, c'est de massifier la rénovation. Comment on massifie? On embarque un maximum d'acteurs avec nous, et pour ça, on a une offre soit à la carte, soit sur mesure, soit guidée. Voilà. Donc, je les invite vraiment à pousser notre porte et à s'y intéresser. Jean-Pascal Chira, est-ce qu'on peut rappeler peut-être en quelques mots comment fonctionne le club de l'amélioration de l'habitat et quelles sont surtout ses prérogatives, oui? Fondé il y a 34 ans, quasiment, à l'initiative à la base de l'ANA et d'un certain nombre d'organisations publiques, mais rapidement rejoint par des structures privées, des groupes industriels. Nous travaillons, nous sommes 80 membres, et nous travaillons sur des études qui permettent d'analyser, de mesurer, comprendre ce vaste marché qui est celui de entretien-rénovation du parc résidentiel. C'est à la fois un marché extrêmement important, c'est pas loin de 80 milliards d'euros chaque année, assez stable, on pourrait même dire un peu stagnant. Et en contrepartie de quoi on le sait de manière très précise, que ce marché cache un certain nombre de gisements d'activités potentielles, notamment dans la rénovation énergétique, qui sont pas faciles à aller chercher, mais qui sont là. Et qui sont là notamment parce qu'on sait que dans l'habitat français, il y a 10 millions de logements qui sont mal classés sur le plan des étiquettes DPE, 10 millions EFG, 5 millions FG, 5 millions E. Et que ces logements devront être rénovés, ou en tout cas leur performance devra être améliorée dès que possible. Bon. Donc ça constitue un potentiel. Ce potentiel, il est là, il est à notre portée. Il faut s'organiser pour les chercher, il faut pouvoir le financer, bien sûr, mais il constitue une réserve d'activité importante. Et elle est chiffrée d'ailleurs, elle est chiffrée aux alentours de 12 à 13 milliards de plus que ce qui se fait aujourd'hui. Voilà. Aujourd'hui, il doit se faire quelque chose comme 20 ou 22 milliards de rénovation énergétique dans les logements français, à peu près. C'est à peu près un tiers du marché global de la réno. Et on sait qu'on en laisse de côté chaque année et que pour l'instant, on n'est pas dans l'objectif de ces fameuses stratégies nationales bas carbone ou autres, et qu'il faudrait qu'on y soit. Voilà. Donc là, il y a un enjeu qui est un enjeu collectif. Donc les études que nous menons on s'appuie notamment sur la comptabilité nationale, sur le compte satellite du logement, nous permettent d'avoir des données chiffrées précises. Alors justement, puisqu'on parle de données chiffrées précises, est-ce qu'on peut parler peut-être puisqu'on est ici en région Occitanie, de chiffres régionaux ou... Oui, je les ai regardés avant de venir. Ah, c'est bien ça. Je me doutais de la question, Jean-Baptiste. Oui, précisément. L'Occitanie, c'est 12% de l'intégralité de l'habitat français, 12%. Et l'Occitanie, c'est 8% du chiffre d'affaires de la rénovation. Ça veut dire qu'on a un décalage entre 8 et 12. Bon, pourquoi? Alors, est-ce que c'est lié? Ça peut être lié
probablement au fait qu'on a un peu moins de logements en catégorie DPE dégradés dans cette région. Et c'est vrai d'ailleurs, on a des courbes ici de toutes les catégories. Bon. Donc ça veut dire qu'il y a peut-être un peu moins d'efforts à faire pour remonter le niveau, mais c'est peut-être pas que. Probablement qu'il y a une dynamique de travaux à soutenir. En tout cas, les chiffres sont là. Donc voilà, donc 12% de l'intégralité du parc des logements français, 12%, et 8% de l'intégralité du chiffre d'affaires de la rénovation en France. Vous avez aussi des indications sur les typologies de logements, sur la précarité évidemment énergétique. Vous en avez parlé rapidement tout à l'heure. Oui, le phénomène de précarité énergétique qui en fait est un croisement entre un habitat dégradé thermiquement et puis une population qui est en situation financière tendue, c'est ça qui fait la précarité énergétique, et c'est des gens qui dépensent plus de 10 ou 20% pour leur énergie. Donc c'est à peu près 5 millions de ménages en France. On observe qu'il y a à peu près 5 millions d'AFG, donc on retrouve ces ménages essentiellement dans les maisons à caractère DPE dégradé. Donc 5 millions, et la problématique que ça pose, c'est que, outre le fait que ça consomme de l'énergie, ça consomme du carbone, ça met également ces ménages souvent dans des situations de dépendance sociale et de coûts sociaux, ce qui pose d'autres problèmes. Voilà. Donc la précarité énergétique est à la fois un sujet technique, disons-le, mais c'est un sujet social en profondeur. Et c'est la raison pour laquelle les aides, on le sait, vont flécher d'abord ce genre de ménage. Et c'est la raison pour laquelle l'arrêt brutal des aides va pénaliser des ménages qui sont déjà en situation de difficulté. Voilà en quoi c'est injuste. Alors, vous me disiez aussi, en préparant donc ensemble cette table ronde, que le club alertait sur le déficit de main-d'œuvre et la dérive mafieuse, c'est le terme que vous avez employé, autour de certains dispositifs. Alors, comment est-ce qu'on peut finalement concilier une montée en puissance du secteur et exigence de contrôle sans pour autant tout bloquer le système ? Alors, bon, il y a la certification. Il y a un déficit de main-d'œuvre, oui. Jean-Philippe l'a cité tout à l'heure, de plusieurs centaines de milliers de bras ou de têtes. Les chiffres à 200, 250 000 besoins immédiats pour tenir finalement le cap des stratégies nationales bas carbone, donc de la main-d'œuvre. Ensuite, sur l'aspect, entre guillemets, mafieux, c'est un peu exagéré comme propos, mais en tout cas, il y a effectivement une dérive, on le sait très bien, au niveau des fraudes. Les fraudes sont chiffrées aujourd'hui, c'est à peu près 10% du montant des aides. Les aides, c'est à peu près 8-9 milliards d'euros. Il y a 800 millions qui sont aujourd'hui identifiés comme étant des fraudes. Voilà. Alors, il y a plein de techniques pour frauder, je ne vais pas les expliquer, mais oui, effectivement, il peut y avoir de l'usurpation d'identité d'entreprise, il peut y avoir des manipulations de dossiers, etc. Et il peut y avoir des main-d'œuvre non qualifiées qui sont employées par des entreprises qui ne sont pas qualifiées. Donc, il y a un vrai sujet. Et ce sujet doit être pris à bras le corps par à la fois la puissance publique, mais probablement également par l'ensemble de la communauté professionnelle que nous représentons. Et d'ailleurs, ce sont des sujets qui commencent à être adressés, parce que la puissance publique ne peut pas tout faire. La preuve, c'est qu'elle n'y arrive pas. Et sans se substituer à la puissance publique, il y a un travail à faire ensemble. Voilà. Il faut arriver à apurer cette situation. C'est possible. Il y a notamment avec les technologies de l'intelligence artificielle, on arrive aujourd'hui à beaucoup mieux cadrer, identifier, certifier d'une certaine manière et les entreprises et les travaux, etc. En tout cas, c'est un gros travail. Il faut le traiter, et certainement pas en arrêtant les primes, comme certains s'entendent à le dire, en disant bon, si on arrête les primes, il n'y aura plus de fraude, quoi. Mais c'est une démarche un peu stupide, c'est d'une politique par le vide et qui n'est pas productive. Jean-Paul Rousseau, Olivier Coulon, à la FFB ou à la CAPEB, c'est quoi les répercussions, par exemple, du retard aussi dans le traitement des dossiers pour les entreprises, pour les artisans ? Bon, alors il y a dossier et finance. On a mieux parler après. Donc, retard de dossier, c'est potentiel chantier qui ne sortent pas. Conjoncture compliquée, avec moins de marché, quand on avait un an de boulot d'avance, c'était pas grave s'ils ne sortaient pas. Bon, là, c'est pas le cas. Il faut qu'ils sortent. Et qu'on est en attente et qu'on a des créneaux ouverts pour aller travailler, parce qu'il faut quand même que les clients, on aille chez eux quand ça leur revient. Donc, potentiel de décalage et de perte de chantier. Retard de finance ou de paiement. Ça, c'est sur des trésoreries où voilà, ça a été donné. Nous, on a des chiffres où 30% des entreprises artisanales ont besoin de trésorerie de 30 000. Sauf que 30 000 de trésorerie, c'est le patron qui éjecte dans la société. Il faut payer les salariés. Donc, c'est des entreprises qui ferment parce que l'État leur doit de l'argent. Ça, c'est exceptionnel, c'est du jamais vu, quoi. Voilà. Donc, les principales causes. Mais... Olivier Coulon. Non, allez-y, continuez.
Ah oui, je voulais. Alors, moi, je peux continuer longtemps. Vous avez la parole. Je peux revenir sur 2-3 choses que j'ai entendues. Bah, écoutez, oui, puis après, je m'adresserai évidemment à Olivier. Je veux froisser personne. Hein. Donc la CAPEB soutient tout ce qui est gage de valeur, que ce soit des labels, des qualifications, etc. Bon, sauf que plus il y a d'argent, plus il y a de fraude. Donc on ne dit pas que s'il y avait moins d'argent sur la table, il y aurait moins de fraude. Mais les opportunistes volent sur des marchés à des millions d'euros et pas sur des marchés à 500 euros. Hein. Donc la fraude, elle est coûteuse pour l'artisanat et pour les grosses entreprises parce qu'elle est en masse. Et quand ils s'en rendent compte, c'est souvent trop tard. Les opportunistes sont passés par là. Bon, nous, ce qu'on critique, c'est qu'on fait des propositions pour aller justifier les chantiers bien faits, avec des audits après chantier, etc., qui n'est pas forcément voulu par l'État, parce que ça coûte de l'argent. On est en train de parler de l'argent sur des dossiers à 40 000 euros où on refuse un contrôle d'1 heure pour attester que ça a été bien fait. Donc il y a argent et argent qu'on veut. On a des entreprises qui ont un label pour 200 salariés. Bon, tout à l'heure, on a entendu des entreprises qui formaient. Voilà, donc c'est très bien. Il y a des entreprises qui ne forment pas, qui embauchent très peu de la main-d'œuvre. Quand il y a eu des difficultés de main-d'œuvre, on a embauché de la main-d'œuvre peu qualifiée, voire pas qualifiée, parce que la qualifiée, il n'y en avait plus. Voilà, ça, il faut le dire, il n'y en avait plus. Donc on a embauché des personnes dans des entreprises qualifiées qui n'étaient pas qualifiées. Donc, il allait faire des chantiers en n'ayant aucune compétence, alors des fois avec un conducteur de travaux, etc. Et j'ai entendu beaucoup, je vais vous donner un exemple qui a été l'isolation en euros que tout le monde connaît, où les clients, donc c'est de la fraude que personne ne sait ou peu, et qui vous ont dit, ils m'ont fait de la merde, excusez-moi le terme, mais pour 1 euro, je ne vais pas m'en plaindre. C'est une fraude. Hein. Voilà. Par contre, c'est des chiffres qui émanent pas. Et c'était des entreprises souvent qualifiées, parce que si elles n'étaient pas qualifiées, avec le label, elles n'avaient pas accès. Donc, qualification et certification, c'est très bien. Ce n'est pas un gage ultime de 100% de savoir-faire par l'intégralité des salariés qui travaillent chez vous. Voilà. Le prenez pas mal. Hein. Non, je le prends voilà. pas mal, mais par contre, ce serait intéressant, effectivement, d'avoir votre réaction par rapport à ce qui vient d'être dit, là, Justine. En fait, nous, on est dans la certification, c'est-à-dire qu'en tant qu'organisme accrédité par le COFRAC, on ne rentre pas du tout dans l'opération. Le maître d'œuvre fait son opération, piloté par le maître d'ouvrage, etc. Nous, on vient attester en conception, en exécution, par une visite de site, que les objectifs ont été atteints. Voilà. Et c'est qu'au terme qu'on va délivrer des labels officiels, parce que c'est pas parce qu'il y a label qu'il y a certification aussi qui se cache derrière, attention. Donc il y a effectivement des labels ou des certifications données à des artisans, des entreprises de ce type. Là, on est vraiment dans l'accréditation COFRAC, performance des bâtiments en rénovation. On est uniquement que 4 acteurs et ce sont des audits extrêmement drastiques qui nous sont imposés tous les 3 mois, également tous les ans. Donc je vois ce que vous voulez dire, mais on n'est pas sur le même... Ouais. C'était pour tout ce qui gravite autour de ça. Ouais. Et l'une des raisons, hormis l'économie, qui est quand même compliqué en France, tout le monde le sait, on ne va pas dire le contraire. L'un des freins à ma prime rénov, c'est que beaucoup d'entreprises peuvent qualifier. Le RGE est critiqué, on peut en parler du RGE, mais ça va être long aussi. Le RGE est critiqué parce que ce n'est pas forcément un gage aujourd'hui de qualitatif et certains politiques voudraient retirer le RGE complet. Bon, voilà. Bon, nous, on a aidé à le mettre en place et on défendra toujours ma prime rénov parce que c'est quand même une aubaine financière pour un pourcentage de nos entreprises qui pourraient y répondre et qui avaient beau et ça à vouloir rénover et réhabiliter économiquement et en gain d'économie d'énergie et puis en bas carbone, etc., qui sont des objectifs donnés. Voilà. Donc c'est une bonne chose. On critique la manière que c'est fait et on essaie d'accompagner pour que ça se fasse au mieux. Bon, là, c'est pas un accompagnement parce que si c'est un arrêt brutal, on ne pourra pas accompagner à ce que ça se fasse mieux. Évidemment. Jean-Paul Rousseau, une réaction par rapport à ce qui vient d'être dit au niveau de la FFB? Oui, alors sur le décalage de trésorerie, effectivement, donc il y a 2 phases. Hein. On va parler essentiellement du parcours accompagné où il y a un premier blocage où les artisans sont sollicités pour faire des devis. Du coup, ils perdent la main sur le client parce qu'il y a un intermédiaire qui s'appelle un mon accompagnateur rénov qui dépose le dossier. Et partir de là, ils ne savent plus trop ce qui se passe. Et parfois, on a eu le cas où on a dû intervenir, ou des départements, pour ne pas le citer, le Tarn, où on n'avait quasiment plus aucun dossier qui était instruit. Donc avec beaucoup d'artisans qui étaient complètement dans l'embarras parce qu'ils n'avaient plus d'activité. Donc ça, je dirais, c'est dans les phases amont. Et puis après, comme le disait mon confrère, il y a la partie au moment du paiement. Et effectivement, c'est la problématique qu'on avait également sur les C2E du moment qu'il y avait une déduction sur devis et facture. Ça devient l'artisan, devient la banque du projet au final. Et c'est bien ça la problématique, c'est que nos structures sont souvent sous-capitalisées et elles n'ont réellement pas les reins solides pour porter cette trésorerie-là. Donc c'est réellement problématique. Alors, vous êtes aussi, et vous m'arrêtez si je me trompe, mais référent régional pour la transition énergétique au sein de la FFB Occitanie. Donc, vous suivez de près la transition énergétique depuis plusieurs années dans la région. C'est quoi pour vous la réalité du terrain aujourd'hui ?
Bon, la réalité du terrain, alors je dirais qu'il y a eu, avec l'arrivée de MaPrimeRénov', avec le parcours accompagné, il y a eu une véritable modification de l'écosystème, entre guillemets, de la rénovation énergétique, avec, à mon sens, les petites structures sont pénalisées, puisqu'aujourd'hui, on a un écosystème qui se fait avec mon accompagnateur Rénov' qui est apporteur de projets, finalement, où il faut avoir la capacité de se créer un réseau pour que ça ruisselle sur son entreprise. Et là, on voit des entreprises de taille artisanale, souvent monolo, un couvreur, un plombier, voilà, qui a quand même eu du mal parfois, je pense, à prendre sa place dans ce dispositif. Ce qui fait qu'on commence de plus en plus à voir, sans dire c'est bien, pas bien, c'est une observation, une dichotomie entre des structures plutôt commerciales, qui vont être apporteurs de projets, plutôt en mode de maîtrise d'œuvre, et des entreprises plutôt de taille artisanale qui vont être plutôt en mode main-d'œuvre. Alors l'idée, c'est que c'est pas toujours négatif. Ce qu'il faut éviter, c'est se trouver dans un système avec l'équivalent de la filière industrielle ou laitière, vous ne pouvez pas les citer, où à la fin vous avez l'artisan qui est le pauvre tâcheron d'entreprise. Donc ça, c'est l'écueil qu'il faut surveiller. Mais voilà, ce que j'observe en Occitanie, c'est quand même une vraie modification depuis MaPrimeRénov' en parcours accompagné. Voilà. Alors, j'ai une info qui vient de tomber, qui est signée de Frédéric Tadei, journaliste. MaPrimeRénov' suspendu jusqu'en fin 2025, c'est confirmé. Le ministère de l'économie vient de confirmer ce mercredi 4 juin. La ministre de l'économie, Éric Lombard, vient en effet d'annoncer la suspension de MaPrimeRénov'. Il a toutefois indiqué vouloir rétablir ce dispositif d'aide de la rénovation énergétique avant la fin de l'année. Donc c'est un peu contradictoire tout ça. Mais bon, voilà. En tout cas, voilà une première prise de position. J'imagine qu'on aura l'occasion d'y revenir et avoir des déclarations un petit peu plus claires. Vous voyez, ça a été, Pardon vous avez dit un mois avant. Fallait dire une heure. Voilà. C'était démenti ce matin par le logement. Bon, juste pour réagir à chaud, oui. C'est validé, c'est quand même assez violent pour les entreprises, hein, parce que, et quelle que soit leur taille et leur positionnement, parce que la rénovation énergétique, c'est un peu un mot valise en fait. Hein, c'est juste des entreprises qui faisaient auparavant de la plomberie, de la menuiserie, de la façade, et on a mis ce mot valise autour de rénovation énergétique. Ça veut dire que je pense que on a tout le tissu local d'emploi non délocalisable qui est touché. Donc c'est moyen drôle quand même. Et la brutalité aussi, c'est le manque d'accompagnement total du jour au lendemain. En termes de politique publique, je pense qu'on peut difficilement faire pire. À cette question, vous répondez comment? Si on met les aides de côté, comment est-ce qu'on accélère cette massification de la rénovation énergétique? Comment est-ce qu'on peut s'y prendre? Qu'est-ce qu'il faudrait faire pour pouvoir effectivement essayer d'accélérer? Là, il y a un constat, parce que bon, moi je suis maçon gros œuvre, donc ça me concerne très peu. Par contre, il y a des entreprises qui font quasiment que ça, donc c'est sûr que c'est un impact brutal. Les chiffres qui ont été donnés tout à l'heure sur l'Occitanie, c'est quand même qu'il faut retenir qu'on a un manque considérable de logements par rapport au nouvel habitat, etc. Donc il y a la construction qui a été touchée, mais avant le mot rénovation énergétique, il y a le mot réhabilitation ou rénovation tout court. Voilà. Donc si on, comme je disais tout à l'heure, si on rénove des bâtiments, qu'on les réhabilite, on les isole. Donc ça fait quand même un marché pour les autres. Sauf que comme on a ciblé et qu'on a donné des aides, je ne vais pas critiquer, hein, mais il s'est mis des panneaux photovoltaïques subventionnés sur des personnes qui ont des fenêtres avec des carreaux cassés, avec du scotch, etc. Donc l'urgence, je ne sais pas c'était laquelle, surtout quand c'est des personnes qui avaient des panneaux photovoltaïques pour revendre EDF. C'était même pas pour faire des gays sur la facture énergétique. Bon, pour donner ça, je ne maîtrise pas le photovoltaïque. Donc moi, si on réhabilite et qu'on met des aides et qu'on remet des fiscalités, la FFB défend le Pinel, qui peut être du boy size sur du neuf, etc. Si on remet une fiscalité favorable à l'investissement pour le locatif, etc., on va rénover. Si on va rénover, on va isoler. D'accord ? Sauf que pour l'État, quand vous faites une déduction fiscale, pour vous dire une bêtise, ou une TVA à 5%, c'est une niche fiscale. Non, c'est pas une niche fiscale. Vous rentrez 5% de TVA. C'est pas une niche fiscale. Sur X milliards d'euros de logements qu'on peut rénover parce qu'il y a un manque en plus cruel en Occitanie, et on le sait, et ça s'empire, donc c'est pas une niche fiscale. Vous perdez pas de l'argent, vous rentrez 5% de TVA sur ces travaux. Et derrière, on va isoler et des logements qui sont vétustes, parce que vous allez apporter des fiscalités favorables qui vont redonner un dynamisme à l'investissement, parce que le logement, tout le monde le sait, c'est très vaste. Hein. C'est pas juste changer une chaudière pour résoudre la crise du logement. Hein. C'est une crise. On est bien d'accord. Voilà. Donc des possibilités de relaisser un marché, il y en a. Bon, si demain vous annoncez une TVA à 5% sur la rénovation totale et isolation énergétique ou pas, parce que ça y fera forcément partie, et que 2 mois après, vous dites la TVA, on la remet à 20%, bon, c'est
pas la peine de faire des propositions. Non, non, on n'avance pas comme Mais ça. par contre, non, des solutions de réhabiliter un marché existant qui a un besoin, le besoin, il est là. Donc, le travail, il sera. Alors, le temps passe vite et je voudrais donc donner la parole encore à tout le monde sur cette question-là. Et Jean-Paul Rousseau, donc sur la massification, si on met les aides de côté quelque part, qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce qu'on propose? Alors, sur la massification, déjà, il faudrait qu'on soit d'accord sur le constat, parce que je trouve que les pouvoirs publics sont en pleine schizophrénie, c'est-à-dire savoir si la rénovation énergétique répond à deux objectifs. C'est, on le disait tout à l'heure, c'est la diminution le réchauffement climatique, c'est la principale raison pour laquelle on rénove, c'est la baisse de nos gaz à effet de serre. Et puis, c'est la raréfaction des énergies fossiles. C'est demain comment on fait quand il y aura moins de pétrole. Si on n'a pas décarboné notre chauffage ou l'électrifié, on va vite être dans une problématique. C'est les deux raisons. Donc, si on considère que c'est quelque chose de sociétal, on ne devrait pas avoir parlé de la rentabilité. C'est comme la santé et l'éducation. Et à ce moment-là, l'argent public devrait le financer. C'est un choix collectif qu'on fait de rénover notre parc pour des raisons qui nous dépassent. Là-dessus, à la fois on nous dit ça, à la fois on dit le contraire. Donc, moi, de mon sens, c'est si on considère que c'est un enjeu public, il faut du financement public. Si on ne le considère pas, c'est du financement privé. Donc, bon, aujourd'hui, il y a une autre contrainte qui est effectivement une contrainte qu'on a nos finances publiques qui sont exsangues. Donc, bon, partant de là, moi, pour la massification, je pense que le fait, et c'est à mon avis ce qui va se passer, ils ont annoncé la suppression de 11 fiches standardisées qui étaient parmi les plus gros gisements. Enfin, c'est à peu près, je crois, 30% des gisements. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un de la T2E intervention qui pourrait nous le dire, mais c'est 30% des gisements, c'est 11 fiches standardisées qui vont baisser. Ce qu'ils vont proposer, c'est le déport des aides publiques vers les C2E, avec la barre TH 174 qui aujourd'hui est gérée par l'ANA et qui va être gérée par le privé. C'est à peu près ce qui devrait se passer pour désengager l'État. Et donc finalement, c'est le privé qui va reprendre le relais, qui pourrait assurer, parce qu'on peut critiquer le 1 euro, parce que c'est vrai, mais ça a permis quand même une massification, en tout cas d'une fiche standardisée, la barre 101. Mais ça a permis quand même de massifier. Donc demain, on pourrait imaginer ce modèle-là qui va se développer, et je pense que c'est ce qui va se passer. Moi, ma principale crainte, c'est pour ceux qui ont vu la barre TH 164, qui était juste avant, sur la rénovation énergétique globale gérée par les C2E, je pense qu'on n'a jamais vu autant d'éco-délinquants qu'au moment de la barre TH 164, et que quand on va passer sur la barre TH 174 gérée par les obligés ou délégataires, comment ça va se passer, je ne sais pas. Très rapidement, merci, parce qu'on arrive vraiment au terme et je voudrais prendre les questions aussi du public. Mais comment vous répondez à cette question, Jean-Pascal Schira, sur la massification, très rapidement? Je compte sur vous. D'abord, je voudrais dire une chose, Jean-Baptiste, vous avez plombé l'ambiance. Je suis désolé. Et ça va être difficile d'être plus enthousiaste que Lille, mais il va falloir que la salle se fasse violence un petit peu. Je suis désolé. La massification, encore une fois, il s'agit de porter, pas immédiatement, mais il s'agit de porter un parc résidentiel, je l'ai dit, globalement, avec une étiquette énergétique pas terrible. À peu près 10 millions de logements. À l'horizon 2040-2050. Bon, il faut le porter. Pourquoi? Parce qu'il y a le problème, bien sûr, du carbone, il y a le problème de l'équilibre énergétique, enfin l'équilibre de la balance économique, il y a le problème de la précarité énergétique. Il y a également un sujet qui est celui, finalement, de la distorsion de valeur patrimoniale entre le neuf, qui est un bon niveau technique, et l'existant qui ne se rénove pas. Donc là, il y a un vrai sujet. Donc, il faut attaquer le sujet. Ça passera forcément, par du financement, bien sûr privé complémentaire. Ça passe également par un engagement, par une certaine forme de désirabilité du sujet au niveau des consommateurs. Il faut effectivement qu'il y ait un engouement. Ça semble pas évident, bien sûr, mais que cette économie, finalement, soit autoportante. Alors, il faudra trouver certains bons arguments, parce qu'il y a un gisement, il est là, il y a les entreprises, il y a de la finance. Bon, il faut booster. On aura ou on n'aura pas beaucoup d'aide publique, mais bon, on le sait. Donc, on va s'en passer, on va faire autrement. Il faut juste se réorganiser. Et puis, moi, je crois que nous avons quand même devant nous, dans la mesure où nos professions sont capables de s'organiser, on a devant nous une perspective productive, parce qu'on a un gisement qui est là. Parce que si on n'en avait pas, on était dans le désert, peut-être. Mais là, on a ce gisement. Évidemment. Justine? J'ai la lourde tâche de terminer. Voilà, alors, et rapidement en plus. Très rapidement, deux choses. On coopère, on se met autour d'une table, toute la chaîne de valeur, les artisans, les associations qui représentent la filière, les acteurs publics bien évidemment, les certificateurs. Donc on coopère ensemble pour voir comment faire, et surtout on partage les bonnes pratiques. Je crois qu'il y a ça aussi qui est important pour démultiplier, pour montrer que la rénovation performante, elle est possible, elle est duplicable, et on n'en a pas parlé d'un exemple. Donc je veux mettre à l'honneur Toulouse Métropole Habitat, avec qui j'étais hier au
téléphone l'équipe de Cédric Brun, qui est typiquement, on a 2 opérations en cours de certification, une qui a été certifiée hier, qui est au Pradet, et la seconde qui est bien orientée vers la certification sur un projet qui est à Ampalo. Ce projet-là, c'est 213 logements sur 4 bâtiments. C'est une rénovation dont le coût est de 1 600 € par mètre carré, et pourtant on a un bâtiment qui est très bien rénové. On y parle degrés-heures parce qu'il y a les passoires thermiques, mais il y a aussi les bouilloires thermiques demain. Donc les degrés-heures, c'est un sujet. Qualité de l'air et une multitude d'autres exigences. Donc les rénovations performantes, elles sont possibles, elles sont duplicables. Mettons-nous autour d'une table pour en parler et être plus efficaces. Bon, ça, c'est une proposition de bon sens, d'être tous autour d'une même table. Et puis, on pourrait refaire d'autres tables rondes, bien évidemment. Un grand merci à tous les 4. On peut vous applaudir. On applaudit fort. Hein. Alors, attendez, c'est pas encore complètement terminé. Merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve dans un instant pour une deuxième table ronde. Et puis, c'est à découvrir également en replay sur Bâti Radio et Radio Territoria. Merci de votre fidélité. À tout de suite.